La brigade marocaine, engagée le 5 septembre 1914 dans le bois du Télégraphe, a été créée en 1912 par l'armée française pour aider le sultan Moulay Hafid à unifier le Maroc. Elle était constituée en grande majorité de Marocains, mais aussi de quelques Algériens et Tunisiens, tous issus de l'armée royale marocaine. Ce 5 septembre, les Allemands reculent pour la première fois depuis le début de la retraite française, commencée 2 semaines plus tôt. L'assaut des tirailleurs emporte la ligne de défense postée à la lisière du bois, obligeant le commandement allemand à faire venir des renforts et désorganisant ainsi son dispositif. Le capitaine Henri d'Est, responsable du nettoyage du champ de bataille, écrira « Une petite forêt domine la localité. Marocains et Allemands s'y sont entre-égorgés et l'enchevêtrement des cadavres atteste de la violence de la lutte. Ils gisent sur le ventre lorsque le soldat a piqué du nez sous l'action d'une balle. Sur le dos lorsqu'il était frappé d'un coup de baïonnette, car, atteint par une arme blanche, l'homme se renverse instinctivement en arrière pour tenter d'esquiver le coup. » Ce qui m'intéressait dans cette brigade, c'est que c'est vraiment les frères d'armes, quoi. Quelle que soit la religion, quel que soit tout un tas de différences que ces gars pouvaient avoir, c'était des frères d'armes. Ils se battaient depuis 2 ans ensemble au Maroc. Dans cette armée, il y avait l'armée personnelle du roi du Maroc, il y avait des mercenaires, il y avait des Français, il y avait des aventuriers. Enfin, vraiment, c'était une armée un peu hétéroclite, on va dire, mais des très bons combattants, quoi. Quand ils ont été envoyés sur cette bataille, ils ont bousculé l'armée allemande. C'était des gars qui étaient rompus au combat. Cartouches de Mauser et des soldats allemands. Au cours de l'assaut du bois du Télégraphe, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que les Allemands étaient postés en lisière de forêt, et tous les 2-3 mètres, il y avait un tireur allemand qui était posté pour tirer sur les Marocains qui se déployaient comme ça à travers champs. Et le but, c'est d'attaquer, c'est intelligent, c'est d'attaquer le bois en tenaille. Donc ils attaquent par ici et par là. Donc les Allemands qui sont en lisière vont se trouver pris en étau par la brigade marocaine, et ils vont être obligés de refluer dans le bois sur leur position arrière. Il y a eu des terribles corps à corps dans le bois. On a continué les corps à corps dans le village de Panchard, dans les rues, dans les jardins, dans les vergers. Les Marocains ont pu arriver jusqu'aux 2e ligne allemande, vraiment très loin sur les arrières allemandes. Mais là, manque de chance pour eux, le reste de l'armée française n'a pas pu suivre, bloqué sur les positions de départ, à savoir Villeroi, Iverny, Plessis-l'Évêque. L'armée allemande a envoyé le gros de ses troupes, ses renforts, sur la brigade marocaine, les obligeant à reculer sur leur position de départ. Là, on a un sifflet français qui a été découvert en lisière du bois du Télégraphe. Tu vois, le côté strident, le côté, voilà, t'es dans l'action, tu entends ça. Alors qu'un ordre ou un commandement à la voix, tu l'entendras pas forcément. On dit que les Marocains ont utilisé 36 000 cartouches pour attaquer le bois. Quand on regarde dans les vieux troncs d'arbres éclatés ou les arbres morts au sol, on peut trouver ça. C'est des vestiges de la bataille. Là, on a une pointe de balle de belle qui est venue se figer dans le tronc d'arbre. Tu le fais une entrée. Mon fils et l'ami de mon frère. Bonjour, bonjour, bonjour madame. Bonjour, dis bonjour madame. C'est une histoire extraordinaire que j'ai découvert voilà, il y a à peine une dizaine d'années. Et à l'époque, donc il y a 10 ans, on a réalisé le chemin de randonnée sur les pas de la brigade marocaine avec la mairie de Chocona. Là, c'est des photos de soldats marocains pendant la bataille de la Marne. 1150 soldats sont tombés le premier jour. Voilà. Tu veux un thé, mon grand? Merci. Ça tient, tu veux? Alors, voilà. C'est Youssef qui est porte-drapeau et aussi voilà, qui porte l'uniforme. C'est pas un jeu, la reconstitution. On veut faire vivre l'histoire pour justement transmettre aux générations qui viennent ces valeurs-là, quoi. Donc on a des personnes comme moi, ils ont mené leur vie. C'est pas rien. À mes enfants, je leur dis, ne laissez personne, à aucun moment, vous renvoyer à la figure vos origines. Vous êtes français, d'origine marocaine. Ça n'a pas embêté qui que ce soit. Que ce soit pendant la randonnée ou autre, on invite toujours dans ces moments à ce que les personnes viennent avec leurs enfants. C'est important qu'ils apprennent à vivre avec cette double culture qui est une richesse, une addition. Une ceinture. Tu sais, mon grand-père, il a participé à la guerre Indochine avec la France.
T'as pas les sacs qui pèsent 80 kilos pour les remettre sur le dos? Non. En avant! Marche! Gauche! 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 Droite! Gauche! 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 Droite! Gauche! À droite! Droite! C'est un test. T'as vu, il y en a qui n'ont pas encore suivi. Mon père est né au Maroc. Il est né à Fès. Oui. Moi, j'y suis jamais allée. Et il a vécu 2-3 ans. Mon grand-père était militaire. Bonsoir mesdames et messieurs. Je suis honorée aujourd'hui de participer à cette journée exceptionnelle, donc à l'occasion de l'anniversaire, du 10e anniversaire du musée de la Grande Guerre. Et honorée aussi par la présence pour la première fois des tirailleurs marocains donc, qui ont participé à la première bataille de la Marne. En France, le 2 août 1914, c'est la mobilisation générale. En quelques semaines, l'Europe entière entre en guerre. 10 millions d'hommes partent au combat pour une guerre qu'ils pensent courte et victorieuse. Traverser cet espace 100 ans plus tard. Je me dis, pendant une centaine d'années, il n'y avait rien en fait. Je me dis 100 ans plus tard, accompagner des personnes qui découvrent, comme moi j'ai découvert il y a 10 ans, et qui découvrent cet endroit-là, qui aussi s'imaginent un peu ce qui s'est passé. Je réalise que c'est une mission, en fait je me suis octroyé une mission pour ces hommes, pour rappeler que ces hommes étaient là. Là-bas, vous voyez où étaient positionnés les Allemands, tandis que les soldats français et marocains étaient avec leurs baïonnettes. Cette randonnée, elle est organisée par l'association Nouria. Ça vaut des dizaines d'heures d'histoire en classe. Entre ça et lire un témoignage du manuel scolaire, il n'y a pas photo. Mes élèves, là, ils ont compris. Ils ont compris ce que c'était. Ils ont compris ce que c'était que la guerre. Ils ont compris ce que c'était que la reconnaissance. Ils ont compris ce que c'était que donner de son temps. Ils ont compris l'idée de générosité, de partage. Ils étaient très, très fiers. Ils étaient très très fiers d'avoir participé à tout ça. Ce qu'on enseigne en théorie en classe, l'idée que c'est important, le respect, l'idée que c'est important de rendre hommage, c'est du concret là, ça devient concret. Je peux leur dire 10 fois moi de s'arrêter devant le monument aux morts. Si moi je le fais pas une fois avec eux, ça n'a pas de sens. Le jeu d'histoire représente la guerre, qui en anglais donc on dit wargame. Moi je préfère le terme de jeu d'histoire parce que j'ai pas une démarche militariste. Quand je joue à ces jeux-là, quand je joue avec des amis, quand on fait jouer des enfants, c'est vrai qu'il y a une dimension mémorielle, on va dire, et pédagogique. Mais ça doit passer d'abord par le côté ludique, et je veux pas que les enfants, quand ils viennent jouer avec nous, ils aient l'impression de suivre un cours. Moi je veux que ce soit un vrai jeu. S'ils retiennent quelques éléments historiques, c'est ce qui est important. Voilà, là c'est le dragon qui vient faire son rapport à l'officier. Il a fait la reconnaissance sur le village de Panchard. On a cherché à rappeler
l'histoire de la bataille de l'Ourcq. Et du coup, on a trouvé facilement des soldats français en pantalon rouge, donc des fantassins. On trouve facilement des zouaves, des tirailleurs algériens, mais les soldats de la brigade marocaine de 1914, pas du tout. On a cherché un certain temps comment on pourrait en faire fabriquer. Le sang qui a coulé ici, il est de la même couleur. Il est probable que les enfants les plus jeunes issus de l'immigration, dont les parents sont originaires d'Afrique noire ou d'Afrique du Nord ou de plus loin, découvrent un pan de leur histoire peut-être familiale. Ça peut faire partie d'une prise de conscience et d'une histoire qu'on partage. Pour moi, l'important, c'est que ce soit dit, que ce soit su, que chacun puisse se l'approprier. Après, on en fait ce qu'on veut ou ce qu'on peut, parce que toutes les mémoires sont pas forcément pacifiées, et ça peut se comprendre. Donc, mais au moins que ça se sache, que ce soit pas un non-dit. Voilà. Pour moi, c'est important. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire avec la Société des Amis du Musée, par le biais de nos animations. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5 touches. On a fait 2, 6. Tu relances 2 dés. Voilà l'effet qu'a une mitrailleuse sur une section en 1914. Ça peut être très rapide. Toujours pas été supprimées. Non, mais elles sont difficiles à toucher, les mitrailleuses. Tu vois, il n'y a que 2 servants sur celle-là. Et là, c'est vite parti. Un autre dé, allons-y. Le moral, il est parti. Lui. En fait, c'est une exposition qui explique déjà d'où ils viennent, le contexte de l'époque, voilà, la bataille de l'Ourcq, comment elle s'est déroulée justement. Et là, après vous allez voir leur tenue. Il y a même des feuilles de menthe si vous voulez en mettre dedans. Prends ta crème que t'as dans celle-là. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, qui veut des jumelles? Ouais. Est-ce que quelqu'un sait ce qui s'est passé en 1912 entre la France et le Maroc? En 1912, le Maroc, qui était un pays souverain, connaissait des guerres fratricides entre tribus et le sultan de l'époque, Moulay Hafid, a sollicité la France pour mettre en place un protectorat. Est-ce que vous savez ce que c'est le protectorat? Ou en tout cas les missions du protectorat? L'idée c'était que les guerres cessent entre tribus. Ça a été une des premières missions. Et la deuxième a été aussi d'aider à mettre en place des infrastructures ferroviaires, tout ce qui concerne les ports, les routes, l'urbanisation des villes principales. Le combattant marocain a une couleur sable et un vêtement beaucoup plus léger. Ce qui en France, au mois d'août, septembre 1914, va être un bon choix, sachant que la température était très 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 élevée. Il a des guêtres bleues marines qui vont prendre ses jambes et qui sont très pratiques. Et certains peuvent dire « Oh, mais il a les cheveux longs ». Oui, mais ils avaient les cheveux longs parce que c'était un honneur, à la différence des soldats français. Donc, vous avez réellement l'aspect ou le look, comme on dit aujourd'hui, du tirailleur marocain. L'hirondelle de fenêtre, en fait, elle va en Afrique. Elle va en Afrique, ce qu'on appelle subsaharienne, donc au niveau en dessous du Sahara, donc jusqu'au sud de l'Afrique, l'hiver. Et elle est revenue, alors là, elle est revenue depuis un peu plus d'un mois, il me semble. Et le martinet, c'est pareil aussi, c'est un oiseau migrateur. Vous connaissez d'autres oiseaux migrateurs? Le coucou. Le coucou aussi, c'est un oiseau migrateur. Donc ça, c'est l'alouette des champs. Ah, bah, elle me répond. Je suis là, coucou, je suis là. Vous la voyez? Ah oui, voilà, elle est là-haut. Elle doit être en train de chanter en volant, là. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, et la tête, alouette. 85% des soldats sont des personnes issues de l'agriculture. Aujourd'hui, on a chaud, on se met en t-shirt ou on se met torse nu.
À l'époque, on ne peut pas faire ça. Parce que quand on travaille dans un champ, quand on doit faucher les blés, retourner la terre, si on tombe malade, on ne peut plus travailler. Les soldats ont en permanence une ceinture de flanelle, comme ceci autour du ventre, mais à même leur peau. Ce qui veut dire qu'ils ont la ceinture, ils ont la chemise, et ils ne vont surtout pas l'enlever, parce que ça leur permet de ne pas avoir mal au dos et de ne pas avoir froid au ventre. Donc cette ceinture, elle fait 2 mètres de long, plus de 2 mètres de long. Ça veut dire que la mettre tout seul, c'est pas évident. Donc généralement, on est à plusieurs, il y en a un qui la tient, et la personne s'enroule. On fait un emmaillotage du soldat. Oui. Quel âge avait le plus jeune soldat? Le plus jeune soldat. Alors, si on tient compte de ce que j'ai dit tout à l'heure, normalement, 20 ans. Dans la réalité, certains mentaient sur leur âge. Vous allez avoir des soldats qui vont être des jeunes garçons, qui vont vouloir devenir des héros. Parce que l'image du soldat est héroïque, même si dans la réalité, la guerre, c'est quelque chose d'abominable. Voilà. Alors toi, tu es né en quelle année? Moi, 2009, ça. 2009. Donc tu serais de la classe 2009. Quand tu auras 18 ans, si on te voit faire la fête, on dit, bah regarde, c'est un classard de 2009. Moi, pour mon personnage, je serais un classard de 1865. Vous avez failli être à la Légion du Roi. Dans migration, on entend migrer. Et après, j'ai pris le mot I de immigrer. J'ai assemblé les mots. Ça fait un mot. Alors, l'immigration, c'est un gros sujet. Donc, il y a des gens qui quittent un endroit où, malheureusement, la vie ne leur offre aucune possibilité. Mais monsieur, pour les oiseaux, c'est légal, mais pour les humains, c'est pas légal. Je vais parler sous contrôle d'experts, mais il y a des hirondelles qui immigrent, mais qui reviennent souvent au même lieu où ils sont nés. Donc, la question des origines, c'est important. Même si on ne peut pas revenir, mais au moins on sache d'où on vient et ce qui s'est passé. On a hâte de vous entendre. La question qu'on vous a posée, c'est « Et si, en 1914, l'Allemagne avait gagné la bataille de la Marne ?» Les humiliés à Versailles, s'ils avaient très vite été victorieux? Je vous invite donc à réinventer l'histoire. La politique coloniale française, la politique sournoise russe et la politique monarchiste allemande ont déclenché cette guerre pour des motifs de paix. Faire la guerre au nom de la paix? Quel paradoxe! La paix n'est que temporaire. Alors que la soif du sang et du pouvoir en Europe l'emporte une fois encore. L'important est le devoir de mémoire. Mais rappelez-moi, quelle est la cause de la montée du nazisme en Allemagne? Quelle est la cause de la révolution bolchevique? Quelle est la cause de cette terrible Seconde Guerre mondiale? Toute cette haine. 28 septembre. Un soldat venu du Mali m'a prise à partie. Tu verras, l'expansionnisme allemand ne s'étendra jamais aux colonies après votre défaite. L'Afrique française n'a jamais existé dans nos cœurs, mais seulement sur vos cartes. Fini le droit du sol. Un enfant d'étranger, toujours étranger, jamais ancré, même s'il est né là. Alors certaines de nos familles, nos parents, nos grands-parents, venus de partout dans le monde, jamais assimilés. En ce qui concerne les collégiens, donc il y a les deux noms qui sont sortis à la fin, sont ceux d'Arthur et de Lorraine. Ne te cache pas, Lorraine. Allez, Lorraine. On est fair-play, on est fair-play. Hein. À bientôt. L'année où Lorraine a participé, j'ai fait appel à des volontaires. Et à ma grande surprise est venue Lorraine, que j'attendais pas là puisque je l'entendais, jamais elle prenait la parole en classe. Au moment où on a rédigé le texte aussi, on était en parallèle dans une séquence d'éducation civique sur être français, devenir français, la nationalité. Donc j'avais dû évoquer avec eux le droit du sol, le droit du sang, la loi française. Donc ça a résonné dans le texte. Par ailleurs aussi, je les avais fait travailler sur l'histoire de leur famille. Donc ici, on est devant la stèle d'Hugo d'Herville et qui est aussi sa tombe.
Il est enterré ici, à sa demande. Il avait demandé à être enterré là où il allait donc être tué. On l'appelait le Marocain parce qu'il vivait au Maroc. C'est lui-même qui avait formé ses troupes là-bas avant de venir ici donc combattre dans le bois du Télégraphe. Lorraine, tu peux te manifester, qu'on voit qui tu es, voilà. On est arrivé en finale. Il y a 5 élèves qui ont rédigé le discours. On a Sohan qui a lui gagné le concours d'éloquence il y a 12 ans. Lola à côté qui était dans sa classe et qui accueille chez elle en ce moment Johanna allemande. Guten Tag. Und wenn Sie gewonnen hätten, et s'ils avaient gagné, l'Allemagne, les Allemands, grands perdants en 18, s'ils avaient très vite été victorieux. Nous vous invitons donc à réinventer l'histoire, à réaliser l'impossible, à penser l'impensable. Réécrivons. Une guerre stoppée dès le 6 septembre 14. On oublie donc l'idée du musée de la Grande Guerre, à peine un tout petit mémorial pour une kleine Krieg. Beaucoup de combattants, français, marocains, ensevelis, enfouis dans le bois du Télégraphe, oubliés, aucun souvenir, aucun hommage. Oui, reformulons l'histoire, puisqu'on nous le propose. À quoi ressemblerait ce monde, cette France? Imaginons cette histoire, celle des hommes. Réécrivons l'histoire. Peut-être serions-nous allemands? Que deviendrait la culture française, ses spécialités, sa langue, enrichie bien évidemment? Nous avons déjà handball, aspirine, hamster ou même capi. Fini le droit du sol? Un enfant d'étranger, toujours étranger, jamais ancré, même s'il est né là. Alors, certaines de nos familles, nos parents, nos grands-parents, venus de partout dans le monde, jamais assimilés, condamnés à rester des étrangers sans droit politique, auraient-ils finalement traversé mer et océan pour venir s'installer ici? On a réfléchi à ça, Séléman, Martin, Salma, Lénie, Maëva, Nino et moi, Lorraine. C'est troublant. Et nos ancêtres de l'Est de la France, restés allemands, le grand-père de Lohan, le père de Nolan. Serions-nous français, ici, nous? Rétablissons l'histoire plutôt, car on ne peut pas modifier le passé. Nous sommes, vous êtes, les enfants de la Grande Guerre, issus de la victoire de la Marne. Bonjour Zéro. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles Yaya? Ton nom de famille c'est Douawara. Bonjour. T'as pas un frère qui s'appelle Yaya? Non.